Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, punaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on explore Les Simpsons, la série d'animation incontournable de ces 30 dernières années. Après avoir fait un récap historique, un portrait des personnages et de l'équipe derrière la série, il est temps de conclure. Si les Simpsons ne sont pas encore morts, ils ont d'ores et déjà laissé derrière eux un héritage culturel considérable et ont ouvert la voie à d'autres séries d'animation à l'humour acide. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de ça, et puis de ce qui attend la série puisqu'elle rempile pour au moins 2 saisons supplémentaires. Pour passer une dernière fois cette série sur le grill, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors avant de s'attaquer à l'héritage des Simpsons, j'aimerais qu'on dise quelques mots sur les Simpsons hors télévision, parce que les Simpsons, c'est une série, mais c'est aussi un film sorti en 2007. Alors le film de 2007, c'est un cas un peu particulier parce qu'il y a eu pendant des années en fait l'idée qu'il fallait adapter les Simpsons au cinéma. Par exemple, South Park l'a fait très très vite. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu South Park, ça a commencé en 97, et en fait, en 99, il y avait un film en salle. Et c'est le seul film, d'ailleurs, South Park, qui a eu lieu depuis, alors que South Park continue, quoi. Et les Simpsons, pour le coup, ça a mis beaucoup plus de temps, et ça devenait, et surtout, je pense, avec l'arrivée du film South Park, c'est devenu un truc où ils se sont dit, mais il faut qu'on le fasse aussi, en fait, vraiment. Et du coup, il y a eu des centaines de scénarios, de versions de scénarios, en fait, qui ont été écrites, des dizaines de scénaristes, pour, se demander, mais de quoi ça va parler le film des Simpsons. Et finalement, quand le film a débarqué en 2007, je sais pas ce que t'en penses, Raph, enfin, je sais pas ce que t'en penses aussi, Clémence, mais moi, je me rappelle que ça avait été une déception. C'est-à-dire, j'avais pas détesté le film, mais c'était, bon, alors à part le fait que le film était en scope, et que tu le voyais d'entrée de jeu parce qu'il y avait ce truc de refaire le générique, quoi. Ce qui était très, scope égale cinéma, en gros, dans l'esprit des gens, quoi. Ce qui était très, très étrange, c'est que finalement, ça racontait exactement les mêmes choses que ce que tu pouvais voir. Et ça ressemblait à des épisodes collés les uns avec les autres. C'était un épisode très long, quoi. Voilà, mais avec des trucs où Homer est stupide, donc Homer est très stupide, Bart fait des bêtises, donc il fait beaucoup de bêtises, etc., etc. Et du coup, il y a cette histoire de dôme, en fait, qui enfermait, Springfield. Voilà, pour résumer, Homer pollue le lac de Springfield sans le vouloir à cause de Spider Cochon, justement. Et donc, la ville est placée en quarantaine sous un énorme dôme. Les habitants de Springfield sont fous de rage, ils veulent lyncher le coupable et devant cette vague d'animosité, les Simpsons décident de fuir et s'exilent en Alaska. Et en fait, en gros, le truc, c'est que ça, c'est un épisode classique. C'est un truc, finalement, Homer fait une connerie, les gens lui en veulent, comment est-ce qu'il va se rattraper ? Voilà, c'est un épisode hyper classique. Et je me rappelle que j'avais été vraiment déçu par ça, parce que je me disais, mais si tu dois faire un épisode des Simpsons, enfin, si tu dois faire un film des Simpsons, il faut que tu racontes quelque chose de différent. Et même si ça a déjà été fait, par exemple, le fait que Homer devienne intelligent, admettons, je me disais, ça devrait être ça, en fait. C'est-à-dire, ce film, ça devrait être un truc qui explique que, on fait un film, on raconte une autre histoire sous un autre format, parce que en fait, on décide de changer les paradigmes des personnages. Même ne serait-ce que l'espace d'un film, en fait, on s'en fout, c'est pas... Voilà. Et du coup, j'ai été très, très surpris parce que ça annule finalement le côté méta, qui était finalement beaucoup plus classique que d'habitude. Hein. Le coup de Spider-Cochon, c'est rigolo, mais c'est en gros, c'est Homer qui a tripé sur les Spider-Man de Sam Raimi, parce que c'était les gros cartons de l'époque, quoi, et qui, en fait, se fait un délire là-dessus, tu vois. Donc, c'est méta facile, quoi, au lieu d'être méta sur les Simpsons à proprement parler. Et c'était pourtant, ça a été proposé, parce que donc il y a eu des réunions de travail en 2003 en vue de développer
de jeter les idées. Et Matt Groening a mis le frein sur beaucoup de choses. Et il y avait notamment un truc qui tournait autour du Truman Show, en fait. C'est-à-dire que les Simpsons réalisaient qu'ils étaient des personnages. Et Groening a clairement mis son là en disant que jamais ces personnages ne doivent être conscients de leur propre célébrité, en fait. Et c'est lui qui a suggéré cette histoire de cochon, du coup, parce qu'il avait lu un truc dans le journal autour d'un comment on appelle ça, le waste, les déjections des porcs et la question de la pollution, et voilà, qui a donné l'impulsion de ce qu'allait devenir le truc, quoi. Après, l'histoire du dôme, c'est venu parce que dans les propositions, il y avait l'idée que Steven Spielberg voulait tourner un film à Springfield et il faisait sauter la ville pour les besoins de son film. Donc voilà, il y avait cette idée qu'on allait mettre Springfield dans un truc, voilà, sous cloche. Enfin voilà, tout ça, c'est un peu un collage de qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec ce que le créateur nous autorise à faire. Voilà, enfin, ils ont un peu collé comme ils pouvaient. Et il y a cette notion après assez générale à cette époque-là que en fait la Fox, qui était un studio de cinéma aussi, hein, donc voilà, avait en fait un management assez particulier parce que tous les films qui sortaient chez eux à ce moment-là devaient être et de manière assez finalement mal fagotée, en fait, devaient être des films de fanboy. C'est-à-dire pour les fanboys. C'est-à-dire que vraiment, il fallait, si on faisait un X-Men, il fallait qu'il y ait Wolverine impérativement. Si on faisait tous ces trucs-là. Et du coup, il y avait des espèces, ils ont fait Hitman sur très peu de temps après, qui est sous contrôle de Luc Besson, mais dans ce Hitman-là, en fait, il fallait impérativement, même si ça n'a aucun sens, puisque c'est un personnage de jeu vidéo, il fallait lui mettre son code barre. Tu vois, et en fait, tous ces trucs-là, c'était il faut qu'il soit chauve, il faut pas qu'il se déguise, il faut qu'il ait son code barre, etc., etc. Donc il y avait ce truc il faut qu'on retrouve les éléments constitutifs de la franchise qu'on traite. Et les Simpsons, je pense que c'était exactement le même problème. Alors c'est peut-être le film qui s'en sort le mieux, quelque part, de cette époque-là, puisqu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de déchets. Mais il y avait cette logique-là. Et je me rappelle que finalement, ça allait dans ce sens-là. Donc c'était une déception. Et Rafik a dit quelque chose d'assez juste en antenne. Pour beaucoup de gens, je pense que en tout cas, ça a été mon cas, c'est vrai, une manière de dire au revoir à la série. C'est-à-dire, voilà, on est allé voir le film. C'était un événement pour nous, parce qu'on l'a attendu pendant des années. Et en fait, on s'est dit, ça s'arrête là, parce que finalement, il n'y a plus grand-chose de vraiment nouveau à dire. Et c'est vrai que moi, j'ai arrêté de regarder la série à peu près à ce moment-là, en fait, et d'y revenir épisodiquement quand j'entends parler d'un épisode là où on me dit, ah tiens, il se passe là, donc je regarde. Et en fait, me dire, oui, ça n'a pas beaucoup évolué, quoi. Et la campagne de promo était à ce niveau-là assez sympathique parce qu'elle partait du principe que le public avait une grande familiarité avec ce qu'il allait voir, alors que à l'époque, je le dis pour les plus jeunes, mais à l'époque, on allait encore au cinéma pour découvrir des choses qu'on connaissait pas. Et donc, il y avait une contradiction dans les termes à nous demander de payer pour aller voir un film des Simpsons. Et je crois que c'est Marge. Et tu voyais gratuit à la télé. Voilà, c'est ça. C'est Marge qui, dans la promo, disait nous vous invitons cordialement à venir payer pour ce que vous voyez gratuitement chaque semaine. Donc voilà, il y avait. C'est pour ça qu'il y avait ce côté, retrouvailles, vous nous suivez depuis si longtemps, maintenant, vous allez nous voir au cinéma, mais pour la dernière fois, vous allez payer, mais parce que ça sera, entre guillemets, la dernière fois. C'était pas dit, mais c'était dans l'air, en fait, que c'était la fin. Alors, détail amusant, la Fox a organisé un concours entre les 16 villes de Springfield à travers les États-Unis pour savoir laquelle des 16 villes accueillerait la première américaine du film. Chaque ville a produit un clip qui expliquait pourquoi ça devait être chez elle que ça devait se passer. Et finalement, c'est la ville de Springfield dans le Vermont qui a gagné. Bon, évidemment, le film a été diffusé dans toutes les autres villes également. Et alors, qu'on n'aime pas, qu'on considère que ce film marque vraiment la fin de la série. Je crois que tu pouvais gagner la maison des Simpsons aussi, hein, à l'occasion de la sortie du film. Alors, parce qu'il y a plein de gens qui rêvaient. C'était pas exactement à la sortie du film. C'est en 97 où la Fox a sponsorisé un concours Pepsi pour gagner la réplique exacte de la maison, qui a été construite donc par les immobiliers Kaufman & Broad à Henderson dans le Nevada, près de Las Vegas. La ville, d'ailleurs, a été renommée Springfield un peu plus tard. Et la maison est située au 712 Red Bark Lane. C'est une retraitée de 63 ans, Barbara Howard, qui l'a remportée. D'accord. Et donc, pour revenir au film, sa sortie donc
a peut-être marqué la fin d'une ère pour un certain nombre de fans, mais en tout cas a rapporté plus de 500 millions de dollars au box-office mondial. C'est quand même un très beau score. Elle a aussi été récompensée notamment par le prix du Best Comedy Film aux British Comedy Awards et celui du meilleur film aux Kids' Choice Awards aux États-Unis. Et elle s'est même classée au-dessus de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Pirates des Caraïbes, Jusqu'au bout du monde et Shrek le 3e. C'est pas si mal comme palmarès. Bah oui, c'est un meilleur film. C'est sûr, mais bon, voilà. Ça va pas... Mais c'était un enterrement. C'était un enterrement. Et d'ailleurs, pour preuve, ils ont confié la musique à Hans Zimmer pour la sortie salle. Donc c'est vraiment une façon de dire c'est mort. Alors, au-delà du long métrage, il y a aussi 3 courts-métrages qui sont sortis. Ces courts-métrages, ils sont un peu particuliers parce que dans La Star, il n'y en a qu'une seule, c'est Maggie. Elle est vraiment au centre de l'histoire à chaque fois. Le premier est sorti en 2012 et s'intitule The Longest Daycare. C'est une journée, on suit Maggie toute sa journée à la crèche. Ça a été projeté en première partie de L'Âge des glaces Continental Drift. Et donc voilà, on suit ce personnage. C'est intéressant d'avoir un focus sur elle parce que finalement, elle est quand même relativement là au second plan dans les épisodes de la série. On la retrouve en 2020 dans Playdate with Destiny, où là Maggie est au parc et va rencontrer un petit garçon dont elle va tomber amoureuse. Donc c'est toute une histoire pleine de romantisme autour de cette rencontre. Et puis, le dernier en date est sorti cette année, en 2021, The Force Awakens from its naps. La force se réveille après sa sieste. Et là, c'est le premier crossover officiel entre les Simpsons et Star Wars. Alors, mon Dieu. Alors, ça ne vient pas de nulle part. C'est parce que les Simpsons Disney, ont débarqué sur la plateforme Disney+, après le rachat de la Fox par Disney. Et ça fait partie du fonctionnement de Disney. On en a beaucoup parlé déjà, par exemple, sur Marvel et ce genre de choses. En fait, c'est vraiment l'idée, en fait, d'avoir des univers longs, importants, sur lesquels, en fait, les gens peuvent se perdre, en fait. Et du coup, en gros, les Simpsons, c'était parfait. Je pense que même si c'est pas la raison initiale, pour un rachat, évidemment, de Fox, je pense que le catalogue, en fait, ça faisait partie des choses assez attrayantes, quoi. Donc oui, c'est pas cohérent. Mais après, les Simpsons ont fait, les Star Wars, en fait, ont été mélangés, du fait de Lucas, même déjà à l'époque. C'est pour le coup, c'est un truc qui existe. Family Guy, il y a eu des croisements avec Star Wars. Voilà. Donc et puis Lucas, en fait, quand il a relancé Star Wars avec la préquelle. Avec les préquels à la fin des années 90, en fait, jouait beaucoup, en fait, sur il y avait des parodies officielles, entre guillemets, en fait, de Star Wars. Je sais que, par exemple, une des parodies les plus connues à l'époque sur Internet, qui avait fait en tout cas un certain barouf, c'était la parodie de Cops, en fait, qui était Troopers. Et en gros, c'est pas du tout Lucas qui a généré ça. Mais par contre, il a clairement dit que c'était génial et que voilà. Et donc voilà. Bon bref. Donc mais après ça, c'est du croisement de franchise, ça fait pas super envie, puis ça démontre aussi, encore une fois, à mon sens, je ne l'ai pas vu, c'est plutôt mignon. Possible, mais en fait, ça démontre quand même aussi que finalement, c'est assez essoufflé dans un sens comme dans l'autre, en fait. Et voilà. Et alors, fait étonnant, pour une série qui dure depuis si longtemps et avec un univers aussi foisonnant, pour l'instant, aucun spin-off n'a vu le jour. Alors peut-être que ça va changer avec Disney, mais en tout cas, il y a eu quelques projets. Un projet qui s'appelait Springfield, qui devait être centré sur les personnages secondaires. En fait, c'est le fameux épisode 22 Short Film About Springfield, donc un épisode de la saison 7, qui est composé de courts-métrages où on voit des personnages secondaires interagir. On découvre autre chose en dehors de l'univers qu'on connaît habituellement. Et cette idée a très bien fonctionné. Il y a eu donc ce projet qui a été impulsé, et puis finalement ça a été abandonné. Les créatifs n'ont jamais vraiment su pourquoi. Et l'autre projet qui a été abandonné très vite, c'était, comme tu l'as dit Stéphane, une série live cette fois, centrée sur le personnage de Krusty le clown. Je disais hors antenne, oui. Et en fait, c'était très bizarre comme logique. Alors apparemment, ça s'est pas fait pour des raisons budgétaires.
Mais en gros, l'idée, c'était que en fait, Krusty le Clown allait s'installer à Los Angeles pour faire carrière là-bas. Et en gros, on le suivait, un comédien qui jouait Krusty le Clown, en fait, dans un espèce de sitcom qui était pas en concurrence, mais en fait, qui se faisait en même temps que les Simpsons allaient continuer. Donc, du coup, on allait avoir d'un côté Krusty le Clown qui existait dans les Simpsons, en fait, en tant que personnage d'animation, et Krusty le Clown qui existait en tant que personnage live, en fait, dans un sitcom. Et après, apparemment, ça s'est pas fait pour des raisons de budget, mais moi, je pense que c'est une très mauvaise idée. Et surtout, en fait, ça serait planté, je pense, royalement, parce que de la même manière que Matt Groening avait l'air de dire qu'il faut pas que les Simpsons aient conscience de leur état de personnage, si tu veux, je pense que le public, il ne faut pas qu'il ait conscience aussi de l'état, en fait, de réalisme. En fait, il y a un sketch qui est très connu sur Internet, en fait, de quelqu'un qui a repris le visage d'Homer et qui a essayé de le rendre photoréaliste et donc humain. Et c'est horrible, c'est horrible, c'est un enfer, quoi. Et du coup, avec des gros yeux, avec la barbe du mec qui fume clope sur clope, quoi, je sais pas. Et en fait, ce truc, c'est que, bah voilà, oui, il y a la curiosité, mais en fait, en gros, il faut pas aller là, quoi. Il faut juste comprendre que les codes de l'animation, c'est ce qui rend le truc fonctionnel, quoi. Et il faut noter au passage que, donc on a parlé de spin-off live, il y avait aussi par rapport à la sortie en salle du long métrage, la question est-ce qu'on gardait la 2D ou pas, ou est-ce qu'on faisait un truc en image de synthèse. Rappelez que les Simpsons ont fait partie des premiers personnages à passer dans le monde de l'image de synthèse à l'occasion d'un épisode d'Halloween. C'était en 1995, c'est la sortie de Toy Story sur les écrans américains, donc premier long métrage d'animation en image de synthèse, et on a donc ce sketch dans lequel Homer en fait passe à travers le miroir dans un univers qu'il connaît pas, un univers fait de chiffres et de mathématiques, et donc du coup à un moment donné il se retrouve en 3D, en image de synthèse, et il finit par tomber dans notre monde réel. Et vers la fin du sketch, on voit Homer sortir d'une poubelle en fait dans les rues de Los Angeles en 3D. C'était à l'époque, je me souviens, assez émouvant parce qu'ils avaient quand même réussi à garder les proportions du personnage tel qu'on le conçoit en volumétrique, mais en même temps les animateurs qui sont derrière la série sont des gens qui sont très attachés au dessin animé, même si par la force des choses, pour des raisons économiques, la série est de plus en plus faite avec l'assistance de l'ordinateur, et ils ont toujours insisté pour garder au contraire les artefacts de l'animation manuelle, quoi, dans la série. Alors, des séries, dessins animés, les Simpsons en ont inspiré bien d'autres. On va faire un petit quiz, on va en aborder certaines, et on va commencer par leur générique. On va voir si vous les retrouvez. Alors, tu penses avoir trouvé ce que c'est, Rafik ? C'est The Critic, non ? C'est The Critic, c'est Profession Critique, effectivement. Série créée par Al Jean et Mike Ress, donc, qui ont travaillé ensemble sur les saisons. Et James L. Brooks. 4. Et tout à fait, et James L. Brooks qui est derrière la production. Une série qui met en scène la vie de Jay Sherman, un critique de cinéma new-yorkais, qui anime une émission de télé, qui termine toujours en disant que le film qu'il a critiqué est absolument nul. C'est marrant, ça me rappelle quelqu'un. Alors bon, on va rigoler, mais le truc c'est que c'est John Lovitz qui fait la voix voilà, quoi. Et en fait, c'est la référence. Hein, c'est un critique américain qui était alors j'ai le nom sur le bout de la langue. Ebert. Ouais, voilà, Roger Ebert, merci. Et qui était voilà, un critique qui passait à la télé, alors en l'occurrence avec Gene Siskel, son acolyte, mais à un moment donné, Gene Siskel est mort, et donc en fait, il a continué à faire ça tout seul. Ebert est mort aussi maintenant, mais voilà, c'était comment dire... Le personnage de Jay Sherman est beaucoup plus snob que Roger Ebert. Hein. Il aime vraiment rien, et il est très très au-dessus des films. Mais Ebert a un peu tendance à l'être aussi, mais pas à ce point-là, quoi. Oui, voilà. Et donc, en fait, en gros, voilà, c'est John Lovitz qui est aussi un comédien du Saturday Night Live, en fait, qui faisait la voix. C'est presque trop conceptuel, moi, je trouve, comme truc pour vraiment rencontrer le succès, quoi. Mais c'est vrai que c'est affilié aux Simpsons d'une manière ou d'une autre, déjà par les gens qui l'ont fait, par le style visuel,
Et même, je pense que la plupart des gens, quand ils voient en fait des extraits, parce que maintenant c'est sur YouTube qu'on peut voir des extraits de ce truc-là, confondent ça avec les Simpsons. Et tout simplement parce qu'il est dans un épisode. Il est dans un épisode, il est utilisé. Puisque donc James L. Brooks a insisté pour faire un épisode dans lequel il y a un festival de cinéma qui se tient à Springfield, et donc c'est l'occasion que Jay Sherman rencontre les personnages qui avaient fortement déplu à Matt Groening, qui considérait qu'évidemment c'était une forme de merchandising pour pousser une série qui marchait pas. Et qui a demandé à ce que son nom soit retiré du générique de cet épisode-là. Tout à fait. En disant qu'il ne le cautionnait pas, effectivement. Et donc il avait l'impression qu'on se faisait de la promotion sur son dos, enfin sur ses créations, et en même temps James L. Brooks a fait savoir par la suite que c'était un peu pas cool de la part de Groening, qui avait oublié que ces gens-là, ceux qui bossaient sur The Critic, ça faisait juste 6 ans qu'ils faisaient vivre les Simpsons de la télévision, qui leur devaient peut-être un petit coup de pouce, en fait. Et oui. Alors bon, effectivement, la série n'a pas eu le succès escompté. Elle a été abandonnée après 2 saisons seulement. On l'a pas dit, elle a été diffusée entre janvier et juillet 94 sur le réseau ABC. C'est diffusé chez nous aussi, je crois que c'est sur Canal+, si je dis pas de conneries. Et ça a été repris, effectivement, en France, sur Canal. Une autre série créée par Matt Groening, celle-ci, ça va être beaucoup plus facile. Ouais. Bon, alors... Futurama, évidemment. Futurama, très, très facile. Moi, j'allais dire Pierre-Henry, Psyché Rock, qui est en fait le morceau qui a été samplé sur ce titre. Mais alors, ce qui est super avec Futurama, c'est que c'est une série qui est arrivée à la fin des années 90 et qui tout de suite a été vendue comme la nouvelle série de Matt Groening. Et forcément, en fait, ça a déçu pas mal de monde qui s'attendait aux Simpsons dans le futur, dans l'espace. Et ce n'est pas ce que c'est. Et ce n'est pas ce que c'est, même si certains te diraient que Bender, c'est Homer, et que, etc. Fry, c'est Bart, mais évolue, etc. Et en fait, ça raconte l'histoire de Fry, un jeune livreur de pizza new-yorkais qui est cryogénisé le 1er janvier 2000 et qui se réveille 1000 ans plus tard, exactement, le 31 décembre de 1999. Voilà. Et ça devient, en fait, c'est une série, ce que j'aime moi beaucoup dans Futurama, c'est que c'est une série qui utilise les concepts de science-fiction, vraiment. C'est-à-dire et qui les intègre, en fait, dans ce qu'il raconte. Donc, du coup, c'est pour ça que pour moi, on est totalement loin des Simpsons. S'il n'y avait pas cette logique-là, si c'était juste une sitcom dans l'espace avec des créatures et des machins à la place de Wiggum ou je sais pas quoi, ça serait pas intéressant. C'est ça, il y a ça déjà un peu. Mais, en fait, fondamentalement, il y a des éléments, voilà. Et du coup, ça devient intéressant parce que ça touche à des thématiques en fait un peu plus larges et à la fois un peu plus complexes, encore une fois, dans cette époque-là. Il y a des logiques par exemple, je me rappelle de cet épisode qui était assez cool en fait, avec Bender qui est propulsé dans l'espace, qui d'un seul coup, en fait, si tu veux, a des petites créatures sur lui et devient une espèce il devient un dieu. Et il devient un dieu pour elle, et d'un seul coup ça pose des questions, alors que c'est Bender, quoi. C'est un robot qui boit et qui jure et qui joue au poker et qui va au strip club, quoi. Donc ça développe des questions en fait sur comment dire, la spiritualité, voilà, tout ce que la SF touche en fait fondamentalement, et que en fait les Simpsons avec Homer et ce genre de trucs, en fait, touchaient de manière beaucoup plus terre à terre finalement, quoi. En fait, c'est une série déjà beaucoup plus geek parce qu'elle nécessite parfois pour être suivie d'avoir déjà absorbé pas mal de références culturelles liées à la science-fiction, mais aussi beaucoup plus comic strip dans son écriture. C'est-à-dire qu'on retrouve la rythmique de toutes les 2 minutes, il y a un gag, il y a une punchline, il y a un truc. Et en plus, ce gag, cette punchline sont souvent très conceptuels. Donc ça largue un maximum de public. Et donc du coup, oui, les gens, tu pouvais pas passer des Simpsons à Futurama sans si tu pensais que c'était une continuation futuriste des Simpsons, il en était hors de question. Faire une version futuriste de la famille des Simpsons, c'était retourner aux Jetsons, dont Stéphane a parlé dans le premier épisode, qui est cette série pas connue en France, qui était les pierres à feu dans l'espace, en gros, quoi. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc Futurama est effectivement très différent des Simpsons de par son esprit, son rythme, l'humour que ça met en jeu, et aussi son caractère très cérébral, et finalement moins grand public, parce que le grand public, s'il s'identifie aux Simpsons, c'est parce que ça parle de choses
auxquelles n'importe qui est confronté, parce que tout le monde a une famille, donc tout le monde connaît ces problématiques-là, alors que tout le monde n'est pas dans la lecture de la physique quantique et d'Arthur Clarke. On est sur des enjeux différents, alors ce qui n'empêche pas que la série fonctionne bien, puisqu'elle dure quand même 10 saisons, entre 99, donc date de sa première diffusion, et 2009. Parce que les fans ont insisté. Oui, parce que en fait, à partir de la saison 4, ça a été annulé, ça a été repris avec des films, parce qu'il y a eu une insistance et tout. Donc, c'était vraiment. Il y a un soutien. Il y a un soutien de fans, parce qu'il y a derrière. un petit groupe derrière, mais ça ne sera jamais une série grand public comme les Simpsons a pu l'être. Et quelque chose qu'il faut préciser, c'est que Matt Groening n'est pas tout seul sur cette série. Il engage David X. Cohen, scénariste et producteur pour les Simpsons, pour l'assister dans le développement de cette série. Et Silverman aussi est de la partie, il me semble, non ? Il n'est pas sur Futurama ? Non, il n'est pas dans Futurama, il n'y est pas. à ma connaissance. Alors, on va passer à un troisième extrait. Bon, là, on a fait les deux plus connus dans l'ordre chronologique. Le troisième, vous devriez trouver sans trop de problèmes. Je vois que tu fais la grimace, Rafik. Oui, parce que je ne connais pas le générique, et donc du coup, je déduis que c'est peut-être American Dad. Non, c'est du tout. Pas American Dad. Ça me dit rien. Ça vous dit rien, c'est que vous l'avez pas vu. C'est plus récent. C'est la dernière série d'animation de Matt Groening diffusée sur Netflix. Désenchanté. Désenchanté, On l'a pas exactement. vu. Donc cette série, on la présente, on peut la présenter comme un mélange des Simpsons et de Game of Thrones. Ça se déroule dans un monde médiéval fantastique. On suit les mésaventures de Bean, une jeune princesse. Mais alors, princesse anti-héroïne au possible. Elle boit, elle est amie avec un elfe chicaneur qui s'appelle Elfo. Elle a son propre démon, Lucie. Et en chemin, ce trio va rencontrer des ogres, des lutins, des harpies, des diablotins et beaucoup d'humains très idiots. L'animation est assurée par le même studio que celui qui a travaillé sur Futurama, Rough Draft Studio. Et donc voilà, cette série, elle existe depuis 2018. On en a 3 saisons. Et bon, les audiences ne sont pas... C'est sur Netflix déjà, donc c'est difficile à quantifier. Mais en fait, le truc, c'est que c'est vrai que ça a une pas très bonne réputation. En tout cas, dans notre cercle, j'ai jamais entendu quelqu'un de défendre ça. Donc du coup, c'est vrai que j'étais un peu réticent à l'idée de voir Matt Groening se planter. Donc je suis pas encore allé, en fait. Je regarderai un jour, forcément, mais j'y vais un petit peu à reculons, j'avoue. Toi, Rafik, tu avais vu des extraits, rien du tout. J'ai aussi peu vu Désenchanté qu'American Dad. Je viens d'en donner la preuve. Bon, cette série donc en est à sa troisième saison, pardon. Je ne sais pas si ça va être prolongé au-delà, mais en tout cas voilà, si vous voulez la découvrir, elle est en cours actuellement sur Netflix. Et de ce que je vois, les critiques restent somme toute assez mitigées, aussi bien en France que partout ailleurs dans le monde. Alors au-delà de ces 3 séries dont on vient de parler, qui sont liés directement par leurs créateurs, par leurs showrunners aux Simpsons, il y a aussi tout ce qu'on pourrait qualifier de descendants qui ont puisé dans cet esprit-là, dans cette inspiration. Évidemment, on est obligé de parler de South Park ici. Oui, South Park. Mais alors après, c'est vrai que South Park, c'est assez, c'est à la fois, un héritier et à la fois complètement différent. Les gens les ont associés parce que justement, en fait, on est passé à un humour sophistiqué, on va dire, avec les Simpsons, et chez South Park, ça devenait un humour très cru. C'est-à-dire, c'était le pendant beaucoup plus poussé. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que Trey Parker, et je pense que ça mériterait un épisode de Wheel of Series, en vrai, South Park, quoi. Mais ce qui est assez marrant, c'est que même Trey Parker et Matt Stone eux-mêmes reconnaissent que les débuts de South Park sont finalement assez, basiques. C'est-à-dire que, en gros, alors le premier épisode, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est l'histoire de la sonde anale, en fait, et c'est vraiment juste, en fait, c'était jeter un pavé dans la mare, en fait, et aller plus loin, beaucoup plus loin que les Simpsons. Mais c'est un humour immature, c'est un humour, mais qui est permis à la télé américaine, justement, par ce côté,
C'est des enfants, école primaire. Voilà, Et ça, puis c'est ça. le graphisme est hérité de quelque chose de très associé à la petite enfance, qui sont les personnages de papier découpé. Voilà, des collages, quoi. Et du coup, bon, ça a évolué, c'est devenu sa propre bête, hein. Donc on peut en parler sous cet angle-là, mais c'est vrai que South Park, finalement, c'est très détaché des Simpsons en vrai. Alors, ils ont rendu hommage aux Simpsons dans un épisode spécial qui s'appelle Les Simpsons l'ont déjà fait. Ouais. Qui était là pour montrer qu'effectivement, il y avait eu tellement d'épisodes des Simpsons que tous les sujets avaient été traités et qu'il était impossible d'être original, en fait, dans un dessin animé télévisuel. Mais par contre, la filiation, il n'y a pas une famille au cœur de South Park. La filiation, c'est l'idée de mettre en scène une communauté, en fait, la communauté d'une petite bourgade américaine. Autre série diffusée également sur la Fox, c'est même la deuxième plus ancienne série du réseau, juste après les Simpsons, c'est les Griffins. Oui, alors Family Guy, c'est en anglais. Et Family Guy, alors c'est beaucoup plus particulier parce que exactement tout ce qu'on a discuté sur la qualité d'écriture des Simpsons, etc., ne se retrouve pas forcément dans Family Guy. Et moi, j'aime bien certaines choses dans les 3 premières saisons des Family Guy, mais c'est vrai que ça devenait en fait un espèce de truc où d'un seul coup, le gag, même totalement déconnecté de tout, en fait, primé. Et ce qui fait qu'en fait, on se retrouvait avec des choses, finalement, du référentiel, c'est du post-référentiel presque même. C'est-à-dire qu'en gros, d'un seul coup, les références devenaient vraiment obscures dans une série comme Family Guy. Et ce qui devenait finalement évident n'était pas forcément traité comme tel. Par exemple, dans Family Guy, il y a un épisode, c'est pareil, c'est une famille, donc pour le coup. Avec 3 enfants. Voilà, avec un bébé qui est Stewie, qui est pour le coup l'inverse de Maggie, qui est un personnage machiavélique et qui parle et que tout le monde a conscience en fait qu'il existe et qu'il est intelligent, etc., etc. Et par exemple, il y a un épisode où Stewie se miniaturise en fait et se retrouve dans le corps de je sais plus qui, de son père, je sais plus. Enfin bref, il y a un chien aussi, Brian. Et en fait, le truc c'est que par exemple, cet épisode, c'est évidemment en fait une référence au voyage fantastique, une référence à l'aventure intérieure, mais en fait, c'est pas du tout traité comme quelque chose de référentiel, c'est traité comme un truc de narration. Et par contre, en fait, ils ont des logiques de référence presque. Si t'as pas la référence, si t'as pas vu l'épisode, si t'as pas vu tel épisode de machin, donc ils font référence de Star Trek spécifique, etc., tu comprends pas de quoi ils parlent. Littéralement. Et du coup, c'est une série qui ne pouvait cartonner que à l'ère d'Internet. Et parce que vraiment, en fait, c'est le fonctionnement de l'humour d'Internet, en fait. C'est-à-dire un mème qui va faire référence à un mème qui va faire référence à quelque chose, etc., etc. Et ça, c'est ça, en fait, Family Guy. Et pour le coup, je crois que les créateurs des Simpsons et les créateurs de South Park détestent vraiment Family Guy parce que on le sait, il y a un épisode de South Park. J'étais pas sûr pour les Simpsons, mais South Park, c'est sûr. Il y a un épisode de South Park dans lequel ils finissent par savoir qui sont les créateurs de Family Guy. Et en fait, c'est pas des otaries, c'est des ils se foutent de leur gueule ouvertement. Qui en fait poussent des ballons dans un bassin et en fait t'as des mots écrits sur les ballons et la succession de mots fait l'épisode. Voilà, et du coup en fait c'est une série, alors ça et American Dad, qui est une série pas spin-off mais similaire en fait. J'allais y venir. De Seth MacFarlane. Ouais. Tout comme Family Guy d'ailleurs. En fait, American Dad est la série qui a été commandée par la Fox pour consoler les téléspectateurs qui étaient déçus par Family Guy. Voilà, et puis qui, en plus, parce que Family Guy aussi a une histoire un peu particulière, c'est-à-dire ils se sont arrêtés aussi pour finalement reprendre, et d'un seul coup, il y a eu quand même tout un engouement, et c'est sans fin aussi, Family Guy, quoi. American Dad, il y a un peu la même logique, c'est vraiment, voilà, si ce n'est que, en gros, on brocarde, en fait, un père ultra-républicain, etc., et on détourne ça, parce que, bon, Seth MacFarlane, c'est, pour le coup, lui aussi un libéral, donc voilà, il y a tout ce truc... c'est un jeu quoi autour de ça, mais fondamentalement j'ai du mal à faire la distinction entre les deux séries quoi, parce que le fonctionnement narratif est vraiment quasiment le même, et c'est vraiment genre l'histoire est interrompue par un gag, flashback, flash forward, ce que tu veux, qui n'a rien à voir avec la choucroute et ça repart, et en fait c'est fréquent, du coup t'as l'impression d'être arrêté totalement tout le temps dans ce que ça raconte quoi. Et c'est très difficile, je trouve. Au fait, au bout d'un moment, moi, je sais qu'en tout cas, j'ai lâché l'affaire à cause de ça. En fait, j'ai dû voir 3 saisons de Family Guy et 1 saison d'American Dad et j'ai fait stop. C'est vraiment le procédé me
me convient pas. En fait, j'ai du mal à m'attacher au personnage, j'ai du mal à voilà quoi. En fait, Family Guy, à mes yeux du moins, devient intéressant comme ils sont conscients de leur limite d'être justement une série de gags, c'est-à-dire ce qui se faisait dans la télévision américaine des années 60-70. En fait, de temps en temps, ils vont directement dans ces hommages-là. Et il y a des épisodes qui font hommage à ce qu'était le cartoon américain des 60s, et ça marche assez bien. Par exemple, un épisode où tu as Stewie et le chien qui voyagent dans le temps. Pas dans le temps, dans les dimensions, et se retrouvent dans différentes versions d'eux-mêmes, quoi. À un moment donné, ils sont dans la version Walt Disney de Family Guy, et ils ont carrément confié la scène à un studio d'animation prestigieux pour faire une vraie séquence disneyenne, etc. Voilà, quand ils jouent d'une certaine façon le premier degré, parce que c'est une série au 14e degré, et finalement ils sont jamais aussi efficaces que quand ils remontent au premier, quoi. Alors, au-delà de son influence sur le petit écran, la série Simpsons... Il y a une série qui découle des Simpsons et qui est très importante aux États-Unis et qui n'a jamais marché en France, c'est King of the Hill, qui, elle, met en scène des bouseux américains. Vraiment, en France, ça s'appelle les rois du Texas, je crois, donc un truc dans le genre. Et qui en est à, je sais pas... presque 250 épisodes, enfin, je sais plus combien. C'est de la fin des années 90. Ouais. Ça. Et qui est très apprécié par le public américain, dont une partie des fans des Simpsons, en fait. Bien que graphiquement, ça n'a rien à voir, mais parce que le graphisme de King of the Hill renvoie justement à ce cartoon un peu dégueu qu'on avait dans la fin des années 80, un peu underground, etc. Et que ils mettent en scène les rednecks, mais sans condescendance, en fait. Et ça marche assez bien. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres séries encore qu'on pourrait... Non, mais je pense qu'on peut pas nier que Rick et Morty n'existeraient pas, en fait, pareil, de la même manière s'il n'y avait pas eu les Simpsons et Futurama, d'une certaine manière, mais même si, encore une fois, l'héritage est lointain, en fait, parce que c'est encore autre chose, en fait. Mais disons que oui, il y a un pendant d'animation, pas adulte, parce que c'est pas forcément le terme, mais semi-adulte en tout cas. BoJack Horseman aussi. Oui, voilà, tout ça n'existerait pas vraiment sans les Simpsons, parce que le fait de faire les Simpsons et de le mettre en prime time et de voir ce tel succès, bah forcément, en fait, ça a débouché les exécutifs, en fait. C'est ça le truc, quoi. Donc, voilà. Et donc... j'ai oublié... on a oublié, mais il y a un épisode de Family Guy dans lequel ils vont à Springfield aussi. Un crossover. Mais il y a de nombreux crossovers, effectivement, entre les Simpsons et d'autres séries. On voit par exemple les personnages de X-Files qui interviennent, et c'est vraiment pas les seuls. On va pas pouvoir s'attarder plus longtemps sur cet aspect-là, parce que je voudrais, avant qu'on termine, qu'on parle rapidement de l'impact en dehors de la télé aussi. Par exemple, dans les parcs d'attractions Universal Studios, il y a une attraction, The Simpson Ride, qui a été créée. Et tu l'as faite. Moi, je l'avais faite au Universal Studios. Et c'est très... parce que comme les Simpsons, c'est là où tu te rends compte, il y a une différence entre certains rides. En fait, il y a les rides en fait, qui sont des vrais rides. C'est-à-dire, c'est physique. On te met dans un kart et tu pars, en fait, avec. Et du coup, c'est comme un grand 8, quoi. Mais par exemple, il y a la momie qui fonctionne comme ça. Il y a Jurassic Park qui fonctionne comme ça. Et puis, il y a les rides, en fait, visuels. C'est-à-dire qu'en gros, t'es pareil, on te met dans un kart, mais par contre, le kart ne bouge pas vraiment. C'est-à-dire, il est sur vérin hydraulique. Et en fait, si tu veux, il va bouger, mais c'est un écran qui va simuler les actions, en fait. Et c'est ça, les Simpsons. Parce que c'est plus facile, je pense, pour les enfants. Et ça démontre finalement que c'est plutôt devenu une série pour les enfants, les Simpsons, vraiment, parce que c'est, à mon avis, ça qui perpétue aussi, pas forcément le succès, puisqu'on l'a vu, c'est plus forcément une série à succès, mais en tout cas, la longévité. Et en fait, du coup, c'est très, très spectaculaire, en fait, visuellement. C'est en image de synthèse, si je dis pas de bêtises, je me souviens bien. En fait, alors pas tout, évidemment, parce qu'on reconnaît des traits, de dessin 2D, mais c'est très spectaculaire. Après, c'est presque anecdotique, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est sympa, mais ça va pas très très loin. Il y a pas, pour le coup, encore une fois, ce que moi j'appelle l'aspect méta, en fait, qui est proche des Simpsons, et surtout, il y a ce truc, en fait, où l'aspect jeu, en fait, parce que c'est ça, d'amusement, etc., finalement, ça a été dilué beaucoup, les Simpsons, en fait, dans plein d'autres choses. Il y a des jeux vidéo des Simpsons, il y a des choses comme ça, et en fait, mine de rien, c'est très, très, très difficile de se renouveler.
Parmi les jeux qui ont été, moi je suis une certaine affection pour Simpsons Hit and Run. Ouais, les jeux vidéo, j'allais y venir justement. Simpsons Hit and Run, sorti en 2003. Voilà, qui est en fait une espèce de GTA-like en fait dans l'univers des Simpsons, où dans Springfield en fait, au lieu de évidemment Liberty City ou ce genre de choses, et où en fait tu joues soit Homer, soit Bart en fait suivant les moments du jeu. Et en gros, tu as une logique de monde ouvert ou à l'échelle de la ville où tu dois aller chercher des collectibles avec les donuts, ce genre de choses, etc. Mais tu as aussi en fait une grosse composante poursuite, en fait, etc. Donc c'était plutôt sympa. Il y a eu aussi l'adaptation en jeu vidéo des Simpsons, du film des Simpsons, qui était pour le coup plus méta, je trouve, que le film, parce que en fait, ça jouait sur des gameplays connus. Il y a un peu de FPS, un peu de RPG, un peu de tout ça, etc. pour s'amuser avec ça. Et d'ailleurs, le gros détournement, moi je me rappelle dès le début, en fait, c'était annoncé. En fait, à cette époque-là, il y a ce qui s'appelle les trophées, les succès, en fait, qui sont apparus dans les jeux vidéo. C'est-à-dire, en fait, en gros, tu fais une action précise et tu as le droit à un petit trophée, un petit succès qui est une récompense, en fait, pour te dire, voilà, tu as fait ça. Et là, le trophée, le premier succès que tu gagnais, c'était si tu appuyais sur Start. Ce qui était déjà une manière méta de détourner en fait le succès. C'est-à-dire que normalement, c'est un achievement. Tu fais quelque chose dans le jeu. Peut-être des fois, c'est dur, des fois, c'est facile. Mais tu gagnes quelque chose pour avoir fait cette action-là. Et là, en fait, c'est juste appuyer sur Start. Donc, c'était une manière de s'amuser avec le jeu vidéo. Et le récit du jeu, c'était aussi Marge qui interdisait à Bart d'acheter un jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc voilà, ça suivait pas la trame du film. Mais c'était une réadaptation logique liée au médium, en fait. Et c'était plutôt... Moi, je l'ai trouvé assez réussi, en fait, parce que en fait, il réexploitait plein de choses qu'il y avait eu dans les épisodes au fil des saisons, mais en développant des niveaux par rapport à ça. Je sais qu'il y avait un gag qui m'avait beaucoup fait rire, qui était le rêve de Homer quand il rêve qu'il est dans une ville en chocolat. Ouais. En fait, tu avais quand même un niveau entier où tu pouvais visiter cette ville de chocolat et faire des choses dedans. Et en gros, au lieu de te battre contre tes ennemis comme tu le fais d'habitude, Homer les bouffait, quoi, parce qu'ils étaient tous faits en chocolat. C'est vrai. Mais après, il y a cette logique en fait qui est intéressante avec le jeu vidéo, c'est de connaître un univers. Par exemple, de la même manière qu'on parlait de ces gens qui voulaient impérativement voir la maison des Simpsons, et là en fait dans le jeu vidéo, c'est ce que tu as de plus proche en fait, c'est-à-dire visiter Springfield en jeu en fait avec un personnage que tu incarnes. Plus dans Hit and Run. Plus dans Hit and Run, mais c'est intéressant de voir en fait, si tu veux, là ils l'ont fait appliquer à des séquences spécifiques, mais c'est intéressant parce que mine de rien, ça donne une certaine vie, en fait, un certain engagement. Mais après, il n'y en a pas eu beaucoup des bons. Ils ont bien sûr joué, alors parce qu'il y en a eu plein des jeux vidéo Simpsons, on ne peut pas faire une émission entière là-dessus. Les deux principaux, c'est ceux qu'on a cités, Hit and Run et Simpsons. Il y a Simpsons Arcade aussi dans les années 90. C'est Simpsons Arcade, qui est sorti Arcade Game, qui est sorti en 91. Et qui était un beat'em all, en fait. En gros, c'était un jeu, c'était un Double Dragon, enfin, ça parlera peut-être aux plus vieux. En fait, un beat'em all, en fait, où tu jouais les quatre persos principaux en fait de la famille. Je crois même qu'il y avait peut-être des guests aussi. Et en fait, si tu te bastonnais en fait avec et c'était très cartoon, c'était très machin. C'était sympa, mais le gameplay est pas forcément lié aux Simpsons, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que la familiarité qu'ont les gens avec l'univers de Springfield et donc l'envie qu'ils ont d'être à l'intérieur de Springfield, en gros, l'industrie en joue encore, puisqu'il y a eu ce jeu qui est sorti sur mobile et tablette qui était Simpson Tapped Out, dans lequel il s'agissait littéralement de recréer, parce que Springfield était détruit par une bêtise d'Homer à la centrale, et il fallait recréer la ville plan par plan, et donc tout le plaisir du jeu, c'était de recréer ton Springfield au fur et à mesure. Le jeu n'était pas terrible, il n'avait aucun autre intérêt, si ce n'est que c'était labellisé Simpson, et du coup, dans un épisode des Simpsons, t'as Homer qui télécharge le jeu sur son téléphone, et en l'allumant, on lui charge $300 d'office, quoi. Et je crois qu'il y a un épisode de South Park où il se moque de ce jeu aussi. C'est possible. On notera aussi l'existence de Simpson Bart versus The Space Mutants. Là, c'est un jeu de plateforme. Et puis Road Rage, qui est un burn-out-like, un concept abordé dans Crazy Taxi, un jeu qui simule la conduite d'un taxi. Et puis, les Simpsons ne se limitent pas aux jeux vidéo. Il y a aussi de nombreux jeux de société qui sont sortis, des timbres et une série Lego spéciale. Au final, les Simpsons représentent la marque la plus lucrative de toute l'histoire de la télévision.
Alors, maintenant qu'on a fait le tour sur les produits dérivés, les séries dérivées, etc., on va faire un dernier point très rapide en se tournant un petit peu vers l'avenir. Aujourd'hui, la série présente des audiences au ras des pâquerettes par rapport à ce qu'elle a connu. On est passé de plus de 14 millions de spectateurs en moyenne aux alentours des saisons 10, 11, 12, à aujourd'hui moins d'1 million de téléspectateurs par épisode. Dans le même temps, les Simpsons donc, ont intégré le catalogue de Disney+, ce qui fait que la série a été la série d'animation la plus regardée pendant toute la pandémie. On se doute bien que Disney+ est content de cette acquisition parce que ça leur assure des abonnés qui restent plus longtemps pour suivre la série, pour se lancer dans un nouveau marathon, etc. Mais qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer pour la suite ? Est-ce qu'au-delà des 2 prochaines saisons qui ont été signées, on peut imaginer que la série se poursuive encore pendant des années ? On peut imaginer si on la maintient en vie, oui, mais le problème, c'est que alors moi, je serais bien mal en point d'essayer de critiquer ce que c'est devenu, puisque je regarde plus en fait les Simpsons depuis un moment. Donc le peu de fois où je me retrouve en fait à regarder des épisodes, j'ai l'impression en fait d'être dans un espèce de déjà vu permanent en fait, puisque en fait, mais ils l'ont traité ça, ils l'ont traité en 96, ils l'ont traité en 2002, etc. Et du coup, c'est assez voilà, ils ont même pas pu créer une espèce de forme où ils s'arrêtent pour recréer une nostalgie, en fait, un manque. Ce qui est quand même un peu l'apanage des recréations de franchises actuellement, y compris de Disney, puisque c'est comme ça qu'ils ont fonctionné avec Star Wars. Et en fait, donc c'est difficile de dire. Moi, je pense que je pense que le jour où ça va être annulé, arrêté, je pense qu'il y aura ça va être très bizarre, tu vois, pour pas mal de monde en fait, parce que c'est mine de rien en fait. Mais c'est presque, en fait, c'est comment dire, c'est dans la mémoire vive en fait. C'est un peu voilà, on se préoccupe pas vraiment et puis d'un seul coup ça va disparaître et on va faire merde. Mais c'était là pendant tout ce temps-là quoi. Et mais je pense que c'est quand même probablement la meilleure chose qui pourra arriver aux Simpsons, parce que tu peux pas soutenir une créativité ou alors je suis tombé sur les mauvais épisodes, mais tu peux pas soutenir une créativité comme ça. Les audiences en fait, je sais pas pourquoi ils les maintiennent. Je pense qu'ils les maintiennent pour l'aspect classique, encore une fois, du truc, et puis pour le fait que c'est une franchise quand même très lucrative effectivement. Une rente à vie pour beaucoup de monde quoi en fait, qui ont travaillé dessus, mais fondamentalement oui, ils sont dans une impasse créative en fait qui est monstrueuse et qui est là depuis un moment en fait, vraiment ça fait vraiment longtemps que c'est le cas quoi. Donc je sais pas, c'est compliqué. Par contre, pour l'avenir, il y a aussi le fait que la série telle qu'elle existe, elle continuera, je pense, à avoir des spectateurs. Moi, j'ai découvert avec étonnement que mon gamin les a regardés, il a regardé au moins 10 saisons sans que je le force, alors que j'avais l'impression que comme les épisodes des années 90 portaient sur des événements passés, etc., ça ne l'intéresserait pas du tout. Mais la qualité d'écriture et la qualité de réalisation l'ont vraiment maintenu, en fait, ont maintenu son intérêt. Donc ça, déjà, ça va assurer une pérennité à la série. Comme elle était en avance sur son temps de par son dynamisme et son ton, du coup, aujourd'hui, elle n'est pas encore aussi démodée que certains trucs du début des années 90. Donc au moins, voilà, le passé assure une partie de son avenir. Et donc, on peut se demander légitimement à quoi va ressembler le prochain film, parce qu'il y en a un qui est sur des rails. Ça a été confirmé par Al Jean en août 2019. Il rencontrait les studios Disney pour relancer ce projet de deuxième film. C'est en cours, ce n'est que le début du développement. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça. Ouais, mais c'est le même problème. S'ils font exactement ce qu'ils ont fait avec le premier film, ça risque d'être compliqué, quoi. Ça risque de voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, ça pourrait être quelque chose qui fait que moi, j'irai le voir, si tu veux, parce que c'est plus simple, c'est encapsulé, ça sera dans une histoire et tout. Mais si chez Disney, en plus, il y a quand même cette crainte que pour le coup, ça devienne vraiment, en fait, quelque chose qui soit de l'ordre de il faut mettre des impératifs de la série plutôt que d'essayer de raconter une histoire qui mériterait d'être comme on dit en fait dans le jargon des séries télé, un bottle épisode, c'est-à-dire vraiment en fait quelque chose qui existe à part du reste de la série, de la continuité de la série, qui n'est même pas qui n'a pas de continuité, puisque comme je l'ai dit, il recrée au fil du temps en fait
le passif d'Homer et ce genre de choses, et d'un seul coup c'est un ado des années 90 et puis un ado des années 70, tu vois. Donc voilà, c'est des trucs un peu qu'ils essayent vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut faire continuer la série et qu'elle soit logique et j'ai pas le terme relevant en fait, c'est-à-dire qu'elle est cohérente en fait par rapport à ce que ça l'époque dans laquelle on vit, quoi. Alors, est-ce que ce futur film des Simpsons réussira à relancer l'intérêt pour la série, en tout cas à explorer de nouvelles choses? L'avenir nous le dira. Je pense que là, on a fait le tour d'à peu près tout ce dont on pouvait parler sur le sujet. J'ai juste une petite anecdote pour les auditeurs qui nous écoutent et qui apprécient donc les Simpsons. Moi, j'ai découvert en arrivant à Montréal que la version québécoise des Simpsons n'avait pas vraiment grand-chose à voir avec ce que l'on peut connaître en France. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Et j'invite les gens à aller sur YouTube. Vous tapez Simpson QC. Donc, j'imagine que ça veut dire Québec, voilà, tout simplement. Et vous aurez des extraits des Simpsons québécois. C'est assez hallucinant. Ouais, donc, je vous recommande. Bien, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va clore ce dernier épisode. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour ce 4e et dernier volet de notre collection consacrée aux Simpsons. Merci Clémence. Merci Clémence. We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnp Paribas et sur vos applis de podcast. Dans la prochaine collection, eh bien écoutez, je ne peux pas vous dire de quoi on va parler puisqu'on ne l'a pas encore décidé. Ça sera la surprise. Ça sera dans quelques temps, peut-être pas la semaine prochaine, mais en tout cas dans pas longtemps. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.